Bonjour, je suis Aurélie Verdier, je suis conservatrice au Centre Pompidou et la commissaire de Henri Matisse comme un roman. Et je suis heureuse de vous accueillir dans cette exposition, ce parcours qui célèbre le 150e anniversaire de cet immense artiste moderne, célébré par des prêts exceptionnels venant des collections du Musée national d'art moderne, mais aussi de collectionneurs privés, publics, étrangers et français. Je vous propose ce parcours en 9 séquences chronologiques qui vont retracer ce roman matissien. Suivez-moi. Matisse est un tard venu à la peinture, avec cette œuvre de 1895, qui est aussi la première œuvre de cette exposition. Il se forme auprès de Gustave Moreau à l'École des Beaux-Arts et il explore déjà les thèmes qui vont être les siens, une figure dans un intérieur, une forme d'intimité, le décoratif aussi, avec ce papier peint, l'influence de Corot, qui est montrée à Paris à cette époque-là, et puis la peinture dans la peinture, que l'on voit dans ce petit tableau, qui est aussi le premier achat de l'État d'une peinture de Matisse. Alors Matisse, à peu près au même moment, va s'essayer à la sculpture et c'est une pratique qu'il conservera toute sa vie. Avec Le Cerf, on a déjà un premier essai d'hommage à Rodin, qui sera un maître extrêmement important pour le jeune Matisse. Et c'est un rare exemple de modèle masculin. Très vite, Matisse va s'émanciper aussi de ce modèle rodinien pour explorer d'autres voies. En 1904, Matisse va peindre sous la dictée de Paul Signac, le grand néo-impressionniste, dans une toile que je vais vous montrer à l'instant, qui s'intitule Lux, calme et volupté, qui est une des œuvres laboratoires, en quelque sorte, de Matisse. La voici. En fait, c'est un deuxième essai pour Matisse, c'est un retour au style divisionniste, cette touche divisée de couleurs pures qu'il va employer une dernière fois, en fait, avec cet essai magistral. Lux, calme et volupté est l'autre nom d'une impasse pour Matisse, car le dessin et la couleur sont séparés. Matisse va résoudre ce problème l'été suivant en allant à Collioure, un petit port de pêche dans les Pyrénées-Orientales, avec André Derain. Tous deux vont travailler à une conception entièrement révolutionnaire de l'image et du tableau comme un bloc lumineux, comme Matisse l'appellera très bien après. C'est l'épreuve du fauvisme, comme la critique l'appellera, et c'est pour Matisse un moment capital où il comprend que la couleur seule n'a pas de rôle à jouer. En revanche, ce sont les rapports entre les couleurs qui comptent et qui créent ce bloc lumineux dont il parle si bien. Mais le fauvisme, comme l'appelle la critique, n'est pas qu'une histoire de couleurs, on le sait bien. Avec ces magnifiques bois que nous avons réunis pour l'exposition, et je vous montre ici plus particulièrement le grand bois de 1906, on voit à quel point le noir fait naître aussi la lumière, exactement comme la couleur chez Matisse. La gitane, avec ses couleurs pures, évidemment, montées à leur maximum, est une œuvre emblématique de cet été fauve tellement important de 1905. Et puis, l'année suivante, toujours à Collioure, en fait, cet autoportrait, ce rare autoportrait de Matisse qui nous regarde, dont la dimension, en fait, est plus grande que nature, avec cette composition rayonnante autour de l'œil gauche, semble-t-il, qui faisait dire à un critique de l'époque qu'elle était en quelque sorte radioactive et qui est une qualité probablement qu'on perçoit encore aujourd'hui, je pense. À partir de 1906, Matisse s'est imposé comme un des grands maîtres modernes sur la scène parisienne, aux côtés notamment de son ami et son rival de toujours, Picasso, qu'il rencontre cette année. Et c'est justement le portrait de la fille de Matisse, Marguerite, que vous voyez ici, peint en 1907, qui va être donné à Picasso. Picasso qui pensera que cette œuvre, toute sa vie, est une œuvre majeure de Matisse, dont l'inspiration sera le dessin d'enfants. Et Matisse en sera d'accord, mais en disant peut-être mais les enfants ne savent pas ce qu'ils font. Marguerite est un modèle privilégié pour Matisse. Quelques années plus tard, c'est à nouveau sa fille qui est dépeinte par l'artiste. Nous sommes là en 1910 et ce magnifique portrait, comme une carte à jouer, de sa fille est venu enrichir les collections du Centre Pompidou il y a quelques années. En 1911, l'année suivante, Matisse va produire 4 intérieurs qu'on appellera intérieur symphonique, qui est aussi le paroxysme de son langage décoratif. Et nous avons la chance, avec ce prêt absolument exceptionnel du musée de Grenoble, d'avoir l'intérieur aux aubergines. L'intérieur aux aubergines est une toile magistrale et c'est probablement la toile la plus importante de Matisse conservée dans les collections françaises. Matisse peint son atelier, il est de retour à Collioure en 1911 et il produit là une composition
outrageusement décorative, dira Dominique Fourcade. En effet, cette prolifération de clématites bleues qui parsèment le tableau rendent cette composition proche d'un tapis, purement décoratif. En réalité, le sujet, ces aubergines représentées dans son atelier, n'ont pas plus d'importance que les autres éléments du tableau. Il n'y a pas de hiérarchie dans la composition. Elle se lit de manière totalement all over. La déstabilisation du regard du spectateur avec cette composition proliférante passe aussi par l'emploi, par Matisse, de plusieurs procédés d'écran. Le cadre vide sur la gauche, le manteau de cheminée, la cheminée qui se trouve là, le miroir qui ne reflète absolument pas la scène représentée au centre, ou en tout cas avec beaucoup d'écart et de licence, la fenêtre, bien sûr, de son atelier à Collioure, le paravent, qui constitue un autre écran décoratif d'arabesque, et puis des rideaux, une autre fenêtre à l'arrière-plan. Mais qu'est-ce que le décoratif signifie chez Matisse? Il signifie rien de moins que l'intégration du spectateur dans la composition. Matisse invite à l'action. À la fin de 1917, l'art de Matisse va connaître une modification profonde, et sa vie aussi. Il s'installe à Nice, où il demeurera jusqu'à la fin de ses jours en 1954. Sa peinture connaît, elle aussi, un bouleversement capital. En effet, cette peinture de chambre, comme l'appellera Pierre Schneider, est une peinture qui met en scène la figure dans un intérieur. Mais ce sont toujours des problèmes picturaux qui intéressent Matisse, plus que jamais. La notion de décoratif continue d'avoir tout son intérêt pour lui. En témoigne cette peinture où l'historien d'art Meyer Shapiro dénommerait pas moins d'une trentaine d'unités décoratives. Jean Cocteau disait un peu cruellement que Matisse, dans les années 20, était passé du fauve au petit chat de Bonnard. La réalité est plus compliquée avec Matisse. En effet, cette figure décorative nous montre comment l'artiste pense encore, à nouveau frais, l'insertion de la figure dans le décor. Avec cette figure monumentale, le modèle Henriette d'Harry Carrère, qui pose pour Matisse de manière presque obsessionnelle durant les années 20. En effet, ce modèle sculptural s'insère parfaitement dans ces unités décoratives dont parlait Meyer Shapiro, qui n'hésitera pas à parler d'une véritable violence décorative. Le retour à une figuration plus classique, à un modelé plus traditionnel, va s'exprimer aussi durant les années 20 par le dessin. Inlassablement, Matisse dessine, il ne cesse jamais, et c'est aussi avec la gravure, les lithographies notamment, qu'il trouve des solutions pour sa peinture. Mais sa peinture va connaître une véritable impasse. À la fin des années 20, Matisse aura en quelque sorte épuisé cette formule d'une figure dans un décor, ces odalisques qu'il a fait à de nombreuses reprises. Ce très beau portrait de femme qui nous regarde avec sa voilette témoigne justement de ces interrogations de Matisse et de ces expérimentations inlassables. La toile est incisée, grattée, et le modèle semble nous regarder interrogatif sur la direction à prendre. Les années 30 vont être des années d'une très grande modernité chez Matisse. Il embrasse à nouveau le langage du signe, le plus moderne qui soit. Dans cette très belle salle où nous exposons les dos, nous pouvons apercevoir l'importance de la sculpture alors pour lui. Les dos de Matisse sont une séquence de sculptures très spectaculaire, effectuée à trois moments distincts de sa vie. En 1909, pour le premier panneau, nous avons encore une figuration assez naturaliste, assez réaliste. Et puis, progressivement, un travail de décantation de la forme, de simplification de la forme, jusqu'à, en 1931, pour le dernier dos, une représentation quasiment murale, où le décor et le mur semblent se fondre. Matisse peint la blouse roumaine en 1940. C'est une œuvre absolument emblématique des collections du Centre Georges Pompidou. Les artistes après-guerre la considéreront comme une œuvre phare, un fétiche. Romer, Godard, Raymond Ins, tous vont la regarder et voir en elle une icône de la France libérée. En effet, cette femme, réduite à quelques signes, ce modèle, est probablement moins important que la blouse roumaine qui donne son titre à l'œuvre. C'est ça véritablement qui fait l'objet de la toile et qui est le sujet de ce rapt amoureux en quelque sorte, qui captive Matisse et qui le rend dans cette corolle, cette femme fleur particulièrement somptueuse. Dans les années 40, Matisse dira qu'il sera passé à un poil de chat angora de la mort. En effet, en 1941, il subit une importante opération.
Dans les années qui vont suivre, en 1946, 47, 48, il va produire une dernière floraison de sa peinture, sa dernière peinture de chevalet avant que d'embrasser les gouaches découpées. Là, c'est une sorte de néophovisme. Les couleurs sont montées à leur maximum de densité, de saturation, dans un langage presque pop. Vous le voyez ici avec l'intérieur à la fougère noire. Ou encore avec ces dessins extraordinaires au pinceau, où le noir alterne avec le blanc dans une luminosité exceptionnelle. L'intérieur rouge, la nature morte sur table bleue également, avec son zigzag rouge proliférant, est une œuvre capitale de l'exposition. En 1943, c'est encore autre chose. Les gouaches découpées vont occuper Matisse jusqu'à la fin de sa vie, avec ce projet notamment du livre Jazz, voulu par Thériade. En 1943, les premières œuvres sont découpées par Matisse, qui, pour la première fois, va dessiner dans la couleur. Et ça, c'est une révolution. Ici, par exemple, la planche Icare, ou celle du cœur, dans ce portfolio, en fait, destiné à raviver des souvenirs de voyages, de contes populaires, de cirque, une œuvre faite quasiment en confinement, une œuvre nocturne, faite durant les insomnies de Matisse. En 1948, Matisse a près de 80 ans. Il va entreprendre ce qu'il appellera l'aboutissement de toute une vie. C'est la chapelle du Rosaire, la chapelle des Dominicaines à Vence. Pour cette chapelle, de dimension assez modeste, il va réaliser l'intégralité du mobilier liturgique, les chasubles, les vitraux, le dessin du chemin de croix, le tout en alternant couleur et noir et blanc dans une maîtrise absolument totale. Cet élan ascensionnel que l'on devine et que l'on voit avec ces vitraux de Vence se retrouve finalement dans de plus petits formats. Ici, le Nu bleu, l'une des dernières œuvres de Matisse, réalisée en 1952, montre à quel point Matisse retravaille, place sa composition, place les papiers gouachés découpés dans une sorte de all-over absolument magistral. L'assistante de Matisse, Lydia Delectorskaya, expliquera la genèse de cette œuvre extraordinaire. En effet, pour les deux autres nus de l'exposition, que l'on voit un peu plus loin, on s'aperçoit que Matisse a placé sa composition en quelques secondes uniquement. Finalement, quelle que soit la dimension de l'œuvre de Matisse, on est dans ce que Aragon en nommait cet élargissement du regard. Et c'est ce que ce roman Matisse aura cherché à montrer.